Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, vous savez dès lors que nous sommes dans le mois du zine. Et oui, février. Pour plusieurs, c'est le mois de l'amour, pour d'autres, c'est le mois du crime qu'il fait froid au Québec. Eh bien, pour moi, c'est le mois des zines de jeux de rôle, bien entendu, mais pour moi, comme pour plein d'autres personnes, parce qu'en février, eh bien, il y a une pléthore de campagnes de socio-financement, de marketing, de publicité qui sont lancées sur différentes plateformes pour la promotion et le financement de plusieurs ouvrages, que ce soit sur Kickstarter, BakerKit, GameFound, Itch.io et plus encore. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Et comme à chaque année, en fait, je vais tenter de vous présenter quelques projets qui sont venus titiller mon intérêt, que ce soit par leur originalité, leur propos, leur approche, leur origine. Et bien entendu, le tout va être disponible dans la description de cette vidéo, les différents liens menant aux différents projets. Afin de ne pas rendre le tout trop lourd, j'ai décidé de scinder le tout en deux vidéos distinctes. De un, justement, j'ai pas besoin de vous lancer une pléthore de liens par la tête, mais également aussi de deux, ça permet de distancer un peu, on va dire, les présentations, parce qu'il y a des lancements de zine tout le mois de février, et je veux pas non plus comme en présenter plein, puis finalement ne pas faire d'autres vidéos alors qu'il y a d'autres projets qui sont lancés pendant le mois qui sont intéressants. Donc je vais distancer mes deux publications en espérant pouvoir, on va dire, tapisser large, alors avoir une main un peu partout et tenter de vraiment présenter globalement plusieurs projets qui sont venus, on va dire, attirer mon attention durant tout le mois. Et ainsi, on commence. En fait, j'espère qu'au moment où vous allez écouter cette vidéo, les projets vont être encore en ligne. Je tente de trouver des projets qui sont, on va dire, du moins actifs durant une bonne partie du mois, mais allez, on se lance. Ok, c'est parti. C'est parti. Et on va commencer en fait avec deux projets québécois que je dois mentionner. Je trouve ça excessivement stimulant et important d'assister à la participation de créatrices et créateurs d'ici, des gens qui justement se lancent dans l'aventure du sociofinancement, dans l'aventure de la création de zine d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire vraiment faire financer le zine pour sa publication, parfois physique, parfois numérique. Et ainsi, le premier projet, c'est un projet de Philippe Taillon, que nous avons déjà reçu sur la chaîne à quelques reprises, dans des discussions entre les dés, même dans des one-shots, Philippe Taillon de Des Contes et des dés. Il s'agit du projet de Grift, l'infesté. Que c'est quoi en fait? C'est bien une petite introduction du projet en soi. Depuis des âges immémoriaux, la ville de Grift sied sur sa péninsule, bordée à l'est par la mer sans fin. Coupée du reste du monde par le ravin sans fond mur, la prospère cité-État peut seulement être atteinte par 3 ponts d'une grandeur cyclopéenne et d'une solidité légendaire, si bien que l'on raconte que seuls des géants fait esclaves auraient été en mesure de les construire. Grift fut autrefois la lumière de la raison et un lieu d'harmonie à l'abri des terres gangrénées, déchirées par de nombreuses guerres, mais ni le monde sombre, ni même le grand ravin ne peut protéger Grift de sa chute inévitable. C'est un X-Crawl à la sauce Morborg-esque. Morborg qui est en anglais, mais le zine est en français. Mais d'ailleurs, vous pouvez trouver les règles de Morborg en français sur Itch.io. C'est old school, c'est OSR, c'est adaptable à d'autres mécaniques, des 20 au besoin. Pas besoin d'utiliser Morborg si c'est moins votre style, mais ça demeure très Morborg-esque, c'est-à-dire très sale, très punk, très métal norvégien. Et je trouve que c'est important en fait d'en parler parce que d'un, je trouve ça cool. De deux, Philippe est très cool. Bravo pour lui. C'est son premier projet qu'il lance comme ça dans une campagne de sociofinancement. Et c'est quelque chose à gérer. C'est long, c'est parfois pénible. Parfois, il faut tenter de se réinventer. Et je trouve ça vraiment cool en fait de voir cette possibilité-là se faire en français. Donc, si jamais ça vous intéresse d'encourager un créateur d'ici, eh bien, allez voir ça sans plus attendre, c'est disponible. Grift, l'infesté. On continue avec un second projet, un peu moins old school, avec une touche un peu plus expérimentale, quelque chose que je trouve très cool. Bergmal, conçu par Charles Massé, un rôliste à la très forte créativité logique qui m'a aidé dans de nombreuses occasions, surtout pour calibrer d'un point de vue statistique, mécanique, tenter de voir un peu si le tout se tient. Pour vrai, Charles, il est brillant à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et Charles lance également son premier Kickstarter en anglais, mais québécois, qui se nomme Bergmal. Et je sais pas, en fait, je le prononce comme du monde. Bergmal, qui est prononcé... Ah non, il est marqué plutôt prononcé Bergmol. Bergmol est un générateur point crawl. Donc, point crawl, c'est un peu comme un X-crawl, avec des hexagones, sauf que des pointes, c'est plutôt avec sur des lignes. On va aller d'un point à un autre, qui représente en fait une zone, une région, un endroit.
il est agnostique, son jeu est agnostique dans le sens où vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel système. C'est plus la mécanique pour la conception du point crawl qui est originale, où vous allez en fait utiliser des runes, un ensemble de runes. Les fameuses runes qu'on peut apercevoir dans différentes téléséries ou même dans des reconstitutions historiques, ces fameuses runes futarques des anciens, où vous allez devoir lancer les runes et créer ainsi votre chemin en suivant en fait la ligne des runes. Tout dépendant que la rune est faite de quelle façon, qu'est-ce qu'elle représente, ça vous fait déplacer sur une zone précise et ça vous permet de générer ainsi des aventures, une région, des événements selon dans le fond ce que vous lancez aléatoirement. Pour vrai, encore une fois, c'est le genre de projet que je trouve vraiment, vraiment très cool. C'est le genre de choses que j'aurais jamais été capable de faire. C'est le genre d'idée aussi. Également, je sais que Charles, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, il m'en a parlé. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je suis vraiment content de le voir lancer ça sur Kickstarter. Et j'espère que ça va atteindre son seuil de financement. Si ça vous intéresse, ce genre de truc-là un peu plus expérimental, un peu plus, justement, moins des dés. On va utiliser des runes pour générer, en fait, ce qu'on fait. Et je trouve que c'est, en fait, une belle expérimentation. C'est rafraîchissant, c'est nouveau, c'est québécois. Donc allez voir ça. Les liens aussi dans la description de la vidéo. Tout est accessible. Bergmal de Charles Massé. Et on continue avec un autre projet. Cette fois-ci, on quitte le Québec et on s'en va vraiment ailleurs. Un projet qui a immédiatement attiré mon attention avec son visuel et sa prémisse. Sa prémisse, plutôt. Il s'agit de Milk Bar de Eric Sawicki. Eric Sawicki, que je connaissais un peu de nom, j'avais vu d'autres projets, mais c'était pas nécessairement des jeux complets ou c'était des suppléments qui n'étaient pas nécessairement associés à des systèmes. Mais Milk Bar, c'est un jeu complet. C'est un jeu de rôle de science-fiction qui se déroule dans une Pologne post-soviétique uchronique, c'est-à-dire dans une époque alternative. C'est après la montée en puissance, dans le fond, des Soviets. Il y a eu l'ultime affrontement dans la capitale de la Pologne qui a laissé la ville en ruine. Et maintenant, vous, en tant que fier Polonais qui vit dans cet état post-soviétique, eh bien, la seule chose que vous pouvez faire avec vos camarades communards, comme ils l'appellent, c'est récupérer tout ce que vous pouvez et construire ce qu'on appelle un milk bar. Milk bar qui est quelque chose de vrai. Je ne savais pas. Voyez, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus du jeu de rôle parfois, c'est apprendre des vraies histoires, des vrais éléments du monde d'ailleurs, de d'autres cultures, de d'autres origines. Et c'est pourquoi est-ce que je trouve ça tellement cool d'encourager des produits qui sont indépendants comme ça, qui sont tenus à bout de bras par une seule personne. C'est parce que souvent on nous fait découvrir quelque chose de très personnel. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Un milk bar, aussi appelé un bar, je ne sais pas du tout si je le prononce comme du monde, Mykilsny, bar à lait en polonais, littéralement. C'est un restaurant qui, durant l'époque communiste, proposait des repas à faible coût pour les habitants de la Pologne, le plus souvent basés sur des produits laitiers. Et là, ainsi, on se déroule, je vous rappelle, le contexte, on est post-soviète, c'est terminé, mais tout est détruit. Et vous, en fait, dans le fond, devez construire votre bar milk et le gérer en quelque sorte. C'est un peu comme un genre de overcook, mais surtout sur un bar milk, dans le fond un bar d'après-guerre où est-ce que vous devez un peu cuisiner ce que vous pouvez trouver. Il semblerait, encore une fois, je me base sur ce que je connais du moins de la campagne de socio-financement. C'est basé sur Cairn, Moss Ritter, Mothership, il y a de l'inspiration un peu partout. Il y a de l'inspiration qui vient de des jeux vidéo comme Disco Elysium que j'adore, et Control aussi qui est très cool. C'est un jeu sur l'après-effondrement et sur la reconstruction. C'est des règles rapides, simplifiées, un peu old school. C'est une boîte à outils pour créer votre Pologne post-soviétique rétro-futuriste à une époque alternative. Et dans le fond, vous devez, en fait, construire votre bar à milk. C'est littéralement ça. Et il n'y a pas vraiment de concept de point d'expérience ou de richesse. La progression de personnages provient du travail que vous effectuez à construire votre bar milk. Vous pouvez l'améliorer de deux façons, soit avec du personnel ou soit avec des installations. Soit vous décidez d'avoir un médecin maintenant qui travaille à votre bar milk et qui peut soigner des gens qui viennent s'ils sont malades, ou vous pouvez décider d'améliorer votre cuisine pour avoir un peu plus de possibilités en termes qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez cuisiner, justement. Et juste ça, je trouve ça vraiment cool. Le concept de devoir gérer un espèce de restaurant dans un monde alternatif, un peu rétro-futuriste, sci-fi, mais pas trop, dans un univers chronique d'une histoire que je connais moins, ça est venu immédiatement me chercher. Le visuel est flashy à souhait, c'est vraiment full beau, ça détonne énormément. Pour moi, c'est un coup de cœur.
Ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Encore une fois, tout est disponible dans la description. Et on continue avec Dead Game de Laurie O'Connell, un jeu de rôle sur table narratif dans lequel les joueuses et les joueurs vont incarner plusieurs personnages et ils vont devoir en fait s'affronter en équipe mais aussi entre eux pour la survie. Les parties vont s'enchaîner à mesure que les personnages vont mourir et on va pouvoir changer ainsi de personnage à mesure que le bassin rapetisse au point de finalement avoir peut-être un seul gagnant. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose parce que oui, Dead Game est basé sur des œuvres telles que Battle Royale, Squid Game, Hunger Games, même Alice in Borderland s'est marqué ça aussi dans ses références. Mais le jeu en fait est également énormément inspiré de d'autres jeux de rôle tels que le concept des entonnoirs, les funnels de DCC. Quelque chose que j'aime beaucoup, où les joueurs et joueuses vont pouvoir justement incarner plusieurs personnages en même temps et chaque personnage est un peu un sac à viande. Il va mourir assez rapidement. C'est une mécanique que j'aime énormément de le voir transposer dans un autre système, dans un autre contexte, parce que là, on est vraiment plus encore une fois dans l'espèce de sci-fi un peu dystopique, où est-ce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on est ni quoi, mais il y a des arènes avec des challenges et des objectifs à accomplir. Il faut s'entraider, parfois se trahir pour pouvoir avancer. Et mécanique intéressante, je trouve que c'est moi mon genre habituellement, un jeu de changement de maître de jeu. À mesure que les parties avancent, on change de maître de jeu, mais dans le contexte d'un dead game comme ça, comme le dit le nom, où si votre personnage meurt, mettons que vous n'avez plus de personnage, eh bien vous pouvez prendre la place du maître de jeu pour une autre partie et celui-ci va en fait prendre la place d'un des survivants encore présents dans l'arène et ainsi on peut échanger de maître de jeu comme ça à mesure que les parties avancent. Je trouve que c'est un peu plus approprié. Moins dans une grosse campagne complexe avec des intrigues et tout ça, où est-ce que ça joue sur la longue haleine. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus concis, de plus extrême, de plus très frénétique. Je connais pas trop encore le système. Ça parle de mécanique de compétences avec des D4, des 6, des 8, et même des D10 avec des niveaux de réussite basés sur où est-ce qu'il faut lancer le plus haut possible, avec la possibilité de en fait se battre l'un contre l'autre. Je suis curieux. C'est pas non plus mon gros coup de cœur. Parce que mon gros coup de cœur, là, bien c'est vous. Mais aussi, également, c'est le prochain jeu que je vais vous présenter. Je pense que c'est le jeu qui m'a le plus, en fait, tu sais, comme je l'ai dit, je vais faire une autre vidéo sur le ZinQuest, sur le mois des zines, au courant du mois. Mais je pense pas qu'il y a aucun jeu qui va autant me rendre impatient que celui-ci. Il s'agit de Swivers, de Melzonia Art Council. Ceux qui ont fait Troika. Mais pas seulement. C'est aussi ceux qui ont fait Gradient Descent pour Mothership ou Acid Dead Fantasy ou Fever Swamp. T'sais, tous des modules ou des jeux qui ont connu un grand succès. Swivers, c'est un jeu de rôle sur table avec des règles plutôt assez légères, mais vraiment originales. Okay? Je ne vais pas non plus tout présenter du jeu parce que je vais éventuellement faire une vidéo sur celui-ci lorsqu'il va être sorti officiellement, mais j'ai passé au travers du Quick Start qui était comme un guide d'introduction que vous pouvez trouver sur la campagne de socio-financement et qui est disponible à tous. Et j'ai tellement aimé ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça se déroule dans une espèce d'univers urbain, un peu renaissance-esque, même peut-être post-renaissance un peu, mais pas trop. À la limite entre un peu Warhammer, fantastique, mais aussi également Blades in the Dark, un petit peu de ça un peu partout. Et dans Swivers, vous incarnez un bandit, un truand, un dégueulasse. Vraiment, vous êtes le criminel de la pire espèce et vous devez évoluer dans une immensité, on va dire, tentaculaire qui se nomme The Smoke et vivre votre quotidien. Vous n'êtes pas un héros. Vous n'êtes pas dans le fond, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Vous êtes là pour éviter la potence et, si possible, faire un doigt d'honneur à la couronne qui a tenté de vous arrêter. Mais, comme le dit si bien dans le livre, voler aux riches n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas? C'est délicieux, de tout bord, tout côté, les pages que j'ai dévorées. C'est un système, ok, je vais essayer d'expliquer un peu le système, mais je ne veux pas non plus, c'est sûr, sinon je vais partir sur une dérape si je commence à en parler trop. Le système fonctionne sur un paquet de D6. Le niveau de D6 que vous devez lancer, en fait le nombre de D6 que vous devez lancer représente la difficulté. Et plus vous lancez de D6, moins c'est bon. OK? Parce que le but, c'est d'avoir toujours en dessous d'un seuil de difficulté qui est représenté par vos caractéristiques. Et les caractéristiques, il y en a 3. Dextérité, force, constitution, il me semble que c'est ces 3-là. Et admettons que vous avez
on va dire 15 en dextérité, 15 en dextérité, on va dire ça comme ça, et vous souhaitez sauter par-dessus une rambarde parce que vous faites poursuivre par des gardes de la couronne, eh bien, vous devez lancer un nombre de dés défini selon le niveau de difficulté. Et là, on pourrait dire que le niveau de difficulté pourrait, c'est moyen. Moyen, ils disent 3d6. Fait que tu prends 3d6, tu lances, et si tu as en dessous de 15, qui est ta force, ta dextérité plutôt, eh bien, tu réussis. Et plus tu lances de dés, ben, plus tu as des chances de dépasser ton seuil et ainsi échouer ce que tu souhaitais entreprendre. Et là, il est possible aussi d'avoir des compétences qui sont très légères, qui peuvent aussi être personnalisées selon la situation et qui vont vous permettre d'avoir des +2 ou des +1 dans votre seuil de difficulté, qui est votre caractéristique. Donc, admettons que genre je voudrais assommer un garde sur la tête avec une grosse massue pour pouvoir passer et aller voler un noble pas loin. Eh bien, je dois lancer, on va me dire, admettons, c'est 3d6 et mon seuil de difficulté est 14, mais j'ai la compétence assommer. Je suis vraiment bon pour assommer les gens, moi, en tant que grand bandit. Eh bien, ça va me donner, admettons, +2. Donc, si c'est 14, ça devient 16. Et je dois lancer 3d6 et avoir en dessous de 16 pour réussir l'action que je souhaitais entreprendre. Et il y a plein de petites nuances comme ça, plein de tables aléatoires pour générer votre ville de truands. J'aime énormément ça parce qu'il y a une prémisse. On le sent, on sait de quoi le jeu parle, on sait c'est quoi la saveur de ce produit-là, mais on nous offre aussi le plaisir de construire par-dessus. Il n'y a pas comme un gros monde super complexe à assimiler et à comprendre avec les rouages de la politique et des gens qui gouvernent le smoke. Non, c'est l'image classique qu'on se fait dans sa tête et après ça, on construit par-dessus. Et nous, en tant que rôlistes, en tant que créatrices et créateurs, on peut créer pour Swaverse. Quand il va sortir en Swaverse, on va pouvoir concevoir des aventures et les vendre également. Ça va être une licence partagée, encore une fois, comme ils ont fait avec Troika. Et c'est vraiment, je pense, le produit qui me titille le plus pour le ZineQuest de cette année, le mois du Zine. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vont vraiment comme dépasser ça, mais dans mon cas, ça pour l'instant, c'est le top du top. Il y en a plein d'autres. Et là, voyez-vous, je check l'heure, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Et j'ai vraiment pas fait le tour de ce que je voulais parler. Je vais peut-être faire 2 vidéos. Ça se peut que je fasse, non, plus que ça, 3 vidéos. Ça se peut que je fasse 3 vidéos sur le ZineQuest. Ça se peut que vous soyez vraiment curieux de m'entendre parler de ça, mais dans mon cas, j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez apprécié ça. Ça va être tout déjà pour celle-ci. Si il y a des projets coup de cœur qui vous ont vraiment surpris, qui vous ont vraiment charmé, faites-moi le savoir. Marquez-le en commentaire parce que je veux en découvrir. Ça se peut qu'il y en a plein qui me passent sous les yeux que je les vois pas. Et autant en français qu'en anglais, j'en vois pas beaucoup en français. Celui de Philippe que j'ai vu passer, j'aimerais ça en trouver plus. Je suis désolé à ce moment-là si je suis pas capable. Mais si vous en connaissez, mettez-le en commentaire. Merci pour les gens qui nous écoutent. Merci pour les gens qui commentent, qui likent, qui partagent aussi. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.